Je ne sais jamais comment commencer une émission. Voilà, c'est toujours... Déjà, je vais te dire bonjour. Il n'y a que le cinéma qui peut rendre aussi fort ce genre de geste. J'ai cette impression-là. Je pense par contre au dernier plan qui est magnifique, un des plus beaux plans que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphile. Il est très très beau ce plan. Enfin, ces deux films se reconnaissent par rapport au, je dirais pas la thématique, mais plutôt l'univers que tu filmes, qui est l'univers de l'enfant. Première question, je la pose à tous. On se tutoie ou on se vouvoie? On se vouvoie. Alors on va... Essayons le vouvoiement. Ça risque d'être très drôle, mais pourquoi pas. Se tutoie? Oui, on se tutoie. Allez, on se tutoie. Bonjour, quatrième épisode de l'émission, donc on se tutoie. Et aujourd'hui, je ne reçois pas d'Algériens, parce qu'il faut savoir que ça fait 3 fois que je reçois des Algériens, je reçois d'autres personnes, des Tunisiens. Je suis très content en tout cas de vous recevoir, que vous ayez accepté notre invitation. Moufida Fedali et Mehdi Emeli. Est-ce que j'ai bien... Non, Fidila. Voilà, Fedila. Pardon, excuse-moi, ça commence mal. En tout cas, je suis très content que vous ayez accepté de... Enfin, on se connaît un peu depuis un certain temps et ça me fait vraiment plaisir que vous ayez dit oui pour venir parler donc, de cinéma, mais peut-être pas que de cinéma, peut-être de plusieurs choses. Alors, si je devais vous présenter, je dirais que vous n'êtes pas que... Vous êtes des artistes pluridisciplinaires, on va dire quelque chose comme ça. Donc, cinéaste, poète, producteur, artiste, comment on pourrait dire, plasticienne, aussi cinéaste, réalisatrice, productrice, plein de choses. Alors, j'avais lu quelque part comme quoi tu disais que c'était compliqué de faire comprendre aux uns et aux autres qu'on pouvait faire plein de choses finalement, tu disais qu'on vit dans un monde au jour d'aujourd'hui où on a automatiquement besoin de cases et que ça devenait compliqué. Est-ce que ça l'est encore, toi, te concernant? C'est surtout que, c'est moins compliqué dans ma tête, on va dire comme ça. En fait, c'est surtout par rapport à mes débuts en tant que plasticienne et mes pratiques où je fais pas mal de choses. Donc, je fais de la performance, de l'installation, dessin, vidéo, photo. Et des fois, c'était assez difficile que les personnes conçoivent qu'on peut toucher à pas mal de matériaux et de disciplines. Et donc, quand on dit plasticien, déjà, les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Et on a envie de nous voir dans un seul itinéraire et qu'on fait telle pratique seulement. Et donc, c'est simple. Tant que c'est simple, donc c'est plus compréhensible. Mais ce que j'ai dit, je pense que tu as pu lire, c'est que je suis atterrée par toute forme de création, donc peu importe après le moyen que j'utilise, tant que j'exprime mes idées et que ça soit en art contemporain, cinéma ou poésie ou écriture. Pour moi, ça va ensemble. Donc oui, c'est compliqué que les gens voient qu'on peut être tout à la fois. Mais après, c'est des choix personnels, c'est des choix... moi, je me sens à l'aise dans cette forme-là. Mais est-ce que le lien de tout cela, ce serait de trouver une image, de chercher, de réfléchir à une image qui serait un peu le reflet de la société dans laquelle tu vis? Est-ce que c'est un rapport avec ça? C'est surtout l'image qui t'intéresse le plus. Comment travailler l'image? L'image, l'émotion, le rapport à l'autre, c'est... En fait, c'est assez complexe dans la manière comment je conçois les choses. C'est pas forcément... Si je peux revenir un petit peu en arrière par rapport à mes influences, je parlerai plutôt un petit peu du Japon et de sa manière, ou le monde asiatique, comment dans un jardin japonais tout se conjugue ensemble. Et en fait, c'est pas par morceaux, c'est pas une chose à côté de l'autre, mais c'est complémentaire. Et donc pour moi, c'est un petit peu la même chose. Donc ça se conjugue parce que toute forme de création me convient. Donc, et en plus, je déteste les étiquettes. Je n'aime pas qu'on me mette telle étiquette, on me définit telle chose. C'est que si j'ai besoin de m'exprimer, je le ferai d'une manière ou d'une autre. Donc, à un moment donné, le cinéma s'est imposé parce que j'avais envie de raconter des histoires et que faire des films, c'était évident pour moi. Donc, avant ça, j'étais un petit peu dans l'expérimental, dans la vidéo. C'est une autre écriture.
de l'image. Et voilà, c'est une évolution et c'est comme ça que je le vois. Peut-être c'est qu'on a besoin des fois de spécifier sur quoi on travaille et les gens, ils ont besoin d'un fil assez clair, mais c'est notre écriture. Comme on voit Godard quand il écrit aussi l'histoire du cinéma. C'est pas une lecture linéaire, c'est une forme de collage en fait. Oui. C'est ça, c'est des collages. Ton œuvre, c'est un peu ça aussi. Tu colles des... Oui, on peut dire ça comme ça. Et Mehdi, est-ce que c'est aussi à peu près Toi, moi, je t'ai connu aussi. Tu m'avais beaucoup parlé aussi de ce que tu écrivais, des textes, de la poésie. Ça, je sais que c'est quelque chose de très très important. Oui, c'est fondamental pour moi, la poésie, l'écriture. Je suis avant tout auteur. Je travaille beaucoup sur les scénarios. Beaucoup plus que sur les tournages, parce que les films, c'est un peu pénible de les faire, de les financer et tout. Et j'ai toujours aimé l'écriture, parce que c'est un acte très intimiste. Voilà, on est face à ses démons, à ses peurs, à sa propre réalité. On est seul. Et on est seul, surtout. Pendant que faire un film, on est quand même... C'est l'armée, c'est la guerre. C'est pas évident. Est-ce que c'est pas évident, ça? J'ai toujours aimé l'écriture et le montage. Après, moi, le tournage, pour moi, c'est une épreuve... physique très très dure, mentale, pénible. Mais c'est pénible, pardon de t'interrompre, parce que je trouve que c'est très intéressant ce petit moment. Est-ce que c'est pénible parce qu'il y a un moment, il va falloir être au contact avec d'autres personnes, que ce soit des techniciens, mais aussi ceux et celles qui t'aident à fabriquer le film, et aussi les comédiennes et des comédiens. Est-ce que c'est ça qui est difficile? Pour une raison plus simple que ça, plus poétique peut-être, c'est que l'acte de la création, on imagine quelque chose et après on va la créer, on va la faire exister. Et après, on est déçu au milieu, quoi. On est complètement effondré parce qu'on dit, tiens, j'écris, je vais faire le plus grand film, je vais filmer la plus belle scène d'amour. C'est légitime de se la poser, cette question. Voilà, absolument. Et c'est tellement triste après quand tu as 50, 60 personnes qui absolument comprennent rien de ton idée, de ton imagination, et qu'ils veulent juste rentrer, et qu'il fait chaud, et qu'il pleut, et que voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent, et que l'eau, il n'y a pas d'eau, voilà, et que voilà, il y a un mec qui klaxonne à côté, et que toi tu te rappelles quand tu écrivais cette scène-là dans ton bureau, et que tu imaginais que tu allais faire. Et là, c'est la tragédie un peu de la création, c'est que comment sauver cela? Comment essayer de garder la pureté, l'innocence de ton idée, et le génie de ton idée. Et c'est ça le truc, le frustrant en tournage. Mais après, je sais qu'il y a des réalisateurs qui ont les moyens pour le faire, mais pour des cinémas comme une autre, un peu les cinémas du Sud, où on fait de l'artisanat, hein, on fait pas vraiment c'est pas le filmmaking à l'américaine, hein, c'est vraiment, voilà, c'est t'appelles un cousin parce que tu as un problème, ramène de figurants, c'est terrible, hein, moi j'avais une scène dans mon premier film où il y avait pas, j'ai demandé... Le dernier minuit. Non, Tala mon amour, le long métrage. Ah, je avais demandé au producteur et au directeur de prod de 70 figurants pour une scène... recréation d'une scène à l'hôpital pendant la révolution tunisienne et tout. Et c'était une reconstruction très très particulière parce que j'avais vu cette scène-là sur des vidéos, je voulais vraiment la reconstruire. Et ils m'ont ramené 7 figurants. Après, voilà, tu es effondré dans la voiture, à la limite, tu as envie de pleurer. Tu dis comment je vais filmer une scène avec 70 personnes, avec 7 personnes. Et du coup, tu vas voir l'équipe. Et tu parles avec eux et tu les ramènes dans le camion du costume. Et voilà, j'avais ramené toute l'équipe pour faire de la figure. Des gens, ils n'étaient pas censés accepter parce que ce n'est pas leur travail. Ils devraient être payés pour ça. Mais bon, voilà, c'est le genre de choses que tu dois faire en tant que réalisateur. Tu dois parfois supplier les gens pour faire des choses pour sauver le schmilblick. Voilà, c'est terrible, mais c'est ça un peu le cinéma, il y a beaucoup de sacrifices là-dedans, il y a beaucoup de souffrance aussi. Je pense que c'est un métier pour ceux qui ont besoin de confronter leurs propres démons. Et c'est pas pour les têtes un peu, c'est pas pour les gens un peu fragiles le cinéma. Il faut être vraiment très très solide à l'intérieur. C'est comme aller jouer l'Olympiade, c'est comme aller jouer, vouloir remporter la Coupe du Monde, tu ne peux pas aller avec l'état d'esprit, il faut se battre, quoi. La Coupe du Monde, il faut être une équipe aussi. Oui, voilà, après, oui, on est... voilà. Le cinéma aussi, c'est une équipe. Oui, c'est une équipe, mais voilà, il y a les capots, quoi. Vous avez la su, la Coupe du Monde, j'espère. Ah oui, absolument.
J'ai joué au foot avant. Hein. Oui, ça c'est vrai. J'étais footballeur, moi. Alors je profite de ce que tu sois en face de c'est ça, mais tu étais même un très bon. Oui, j'ai joué en pro. Voilà. Oui, j'étais très bon. Et j'ai mon prochain film qui parle de ça, qui parle un peu de mes années. Je me souviens de Kiarostami qui avait dit une chose très intéressante une fois. Il a dit le réalisateur, c'est comme le manager d'une équipe de foot. Il prépare son équipe pendant des semaines, des mois, et le jour J, le jour du match, je ne vais pas jouer à la place du comédien, je ne vais pas cadrer à la place du chef-op. C'est à eux de me donner quelque chose. C'est un peu ça, hein, le football, ça se ressemble un peu au cinéma. Et tu rejoins ce qu'il dit par rapport à le fait qu'elle soit finie. Parce que toi, tu as fait, si je ne me trompe pas, tu as fait 2 films, hein, 2 courts-métrages, Hors-jeu et Aya. Et la particularité de ces 2 films, ces 2 films se rejoignent par rapport je dirais pas la thématique, mais plutôt l'univers que tu filmes, qui est l'univers de l'enfance. Oui. Est-ce que c'est pénible ? Est-ce que tu rejoins monsieur sur le côté très pénible du tournage, de je ne sais quoi? J'ai pas cette impression-là quand je vois les 2 films. J'ai l'impression que au contraire, c'est. Je sais que c'est pas évident de filmer des enfants. Ça, oui, c'est. Les 2 films, c'est. Deux catégories d'enfants. Donc le premier, il a un côté plus expérimental, c'était sur le tas, on l'a fait. Donc, le deuxième, c'est plus une fiction. Voilà, c'est une fiction déjà. C'est une fiction et c'est un montage financier différent, c'est plus lent, donc avec des acteurs professionnels, il y a eu un casting. Et je le rejoins sur la difficulté, oui, parce que en fait, quand on commence, on a une idée, on commence à broder, on écrit le scénario et on met des années. Par exemple, Aya, j'ai mis 4 ou 5 ans, 4 ans à le faire. C'est long pour un court-métrage, en fait, parce que... Tu as mis combien de temps pour écrire le scénario ? Le scénario, en fait, je l'ai écrit, on l'a écrit ensemble, parce que, au début, donc, il y a eu la mise en place de l'idée, et après, j'étais au festival... tout court à Aix, donc j'ai fait un atelier. Après avec le grec aussi. Et après avec le grec, j'ai fait 2 semaines pour la réécriture. Et on a encore réécrit jusqu'au tournage. Oui. Jusqu'à la fin, en fait, il y avait... Donc on porte ce projet, c'est un bébé. C'est à un moment donné, donc on a envie de le voir. On a rêvé de telle image, d'une telle manière de le filmer. On a vu déjà comment il va être vers la fin. Mais toute la difficulté, donc quand on reçoit des nouvelles par exemple par rapport à un fond, on est frustré, on ne l'a pas eu, donc, alors qu'on pensait qu'on va tourner. Mais après aussi, ça nous nourrit, ça nous rend plus forts parce qu'on se dit non, j'y vais jusqu'au bout parce que j'y crois à mon projet, parce que je sais qu'il va marcher, parce qu'on le vit, c'est vraiment... moi je le sens comme ça, c'est assez mais charnel. Au tournage, il y avait des moments où tu venais me voir, tu me disais... J'ai pas imaginé les choses comme ça. Moi, c'était, vu que j'avais un peu plus d'expérience, et vu que j'étais aussi co-auteur et producteur. Oui, tu avais déjà fait 2 films avant ça. Voilà, et du coup, j'essayais de lui dire que c'est normal et que... Tu vois, on revient à ça, c'est un travail, voilà. C'est différent que il faut y aller, il faut finir le film, il faut être concentré, il faut pas... le film, il est là. Et après, il y a un truc magnifique dans le cinéma. Je pense qu'à un moment donné, le film... tes personnages, l'univers, en fait, en tant que réalisateur, parfois on contrôle rien. On contrôle absolument rien du tout. Le film, il est là, il commence à exister, et les personnages sont là, et puis le film, il y va tout seul. Et je pense que ça, nous, les réalisateurs, on a, je dirais plus les filmmakers, puisqu'on est aussi dans la production, on a envie de fabriquer une idée qui déjà, tu as écrit ça il y a 2-3 ans ou 2 ans, mais le jour J, ça change, ça évolue. Peut-être c'est une bonne chose, peut-être il faut avoir cet esprit-là, de dialectique, je ne sais pas, d'accepter les accidents et d'être intelligent pour pouvoir en profiter. C'est plus créatif d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Des fois, ça crée des choses quand on a des barrières ou des frustrations, ça crée autre chose pour pouvoir contourner et pouvoir... En fait, c'est un métier de concession des fois aussi, c'est-à-dire qu'on doit aller au-delà de certaines difficultés ou barrière ou je sais pas quoi, et ça fait ouvrir l'esprit du réalisateur ou la réalisatrice pour dire que comment je fais. En fait, le métier de réalisateur, c'est toujours... La réalité, elle est autre. Voilà, sur le terrain, c'est autre chose. Il faut vraiment jongler avec ça.
Me concernant, on revient sur ce côté être seul dans l'écriture, mais être seul aussi dans la création. En tant que plasticienne, je travaillais toute seule. Oui, tu as fait des performances toute seule. Voilà, mais dans mon atelier, je suis toute seule. Et en fait, jusqu'à la fin, toujours toute seule. J'arrive donc au cinéma, c'est une grande équipe, c'est aussi prendre en considération, des fois aussi l'humain en fait. Des fois sur le... Ben oui, il faut savoir parler. Voilà, exactement. Machinot, tu lui dis, bah, c'est Rambo, il dit, rien à cirer de Rambo. Attention, fais pas comme ça, dis pas ça. Voilà, non, mais c'est vrai, parfois tu parles à des gens. Surpris, hein. Non, mais c'est vrai, tu parles. Après, il y a des gens qui veulent juste travailler, rentrer, et le film, ils s'en foutent, quoi. C'est leur salaire, c'est la réalité. Et toi, l'intelligence, c'est qu'il y a beaucoup de psychologie dans le cinéma, c'est que tu dois vraiment savoir motiver tes troupes. C'est comme à la guerre, c'est comme une équipe de foot, chacun, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais voilà, tu dois les motiver pour que ça marche, pour que l'équipe gagne, quoi, et pour que le film se fasse. C'est ça le truc le plus difficile. On ne peut pas tout contrôler, c'est comme au football. L'équipe, elle se prépare, et le jour J, bah, on n'est pas bon. C'est comme ça. Alors, on peut avoir une grande équipe. Il y a des équipes qui perdent, des équipes qui perdent des finales, des matchs. Oui, voilà. France-Brésil 98, tout le monde pensait que le Brésil allait. Après, on les a tapés. Quoi. Après, c'est ça aussi la magie du cinéma. C'est que il y a des jours où toi, tu peux être ailleurs aussi. Il y a des jours où ton comédien est ailleurs. Il faut vraiment savoir. Il faut lire beaucoup moi j'aime beaucoup lire le journal intime par exemple de Tarkovsky qui est fascinant. Tout ce que les cinéastes, les grands cinéastes écrivent. Il faut lire le journal de bord de Cocteau, oui, voilà. Bête. C'est que tu apprends beaucoup de choses aussi de Francis Ford Coppola en tournant Apocalypse Now. Il risquait tout son argent et il écrivait des choses. Tu vois, il faut lire des choses comme ça quand on est réalisateur. Parce que c'est en lisant les grands réalisateurs, comment ils arrivaient à se tirer, c'est comme ça aussi que tu vas trouver ton propre moyen de garder ton film. Parce que le truc le plus tragique, c'est que le film s'arrête, le film ne se termine pas. C'est ça, c'est ce que je disais à Mofida, il faut terminer le film, on s'en fout, on aura un bon film. Peut-être tu n'auras pas le film que tu voulais dans ta tête, mais tu auras un film. Et le film, il est là, il existe, il faut parfois accepter. من شر الوسواس الخناس هيا حاب نمشي نطلع لهم. ما تمشيش، ما تخرجش هكا ولا تخليك ديما غادي، ما نحبهمش نشوفوك. غطي راسك مليح يا بنتي، تراوري ما عادش تنحي حجابك كان في الدار، تفهمنا؟ J'avais envie de vous poser une petite question un peu. Notre ami Tarkessi, s'il nous voit, une question tarkessienne, parce que je sais qu'à Namur, en 2009, vous étiez à Namur, il avait posé une question à Jacques Doyon en disant mais est-ce que vous aimez votre film? Il était complètement décontenancé. Alors c'est pour ça que j'aime souvent poser cette question. Mais avant de poser cette question, j'aimerais quand même qu'on revienne sur donc Aya et Tala mon amour, les deux derniers films en date que vous avez fait. Et donc un court métrage qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Et toi tu as fait un long métrage. Si je devais... moi, je ne sais pas raconter des histoires. Quand j'étais encore critique de cinéma, je ne savais pas raconter le synopsis. Je suis très mauvais pour ça. Mais je me dis que si je prends vos deux films, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est un film sur un moment, un geste de femme qu'on attend et qui arrive et qui est assumé? Je pense par contre au dernier plan qui est magnifique, un des plus beaux plans que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphile. Il est très très beau ce plan. En plus, on va en parler. Et puis c'est un geste plutôt peut-être symbolique, ce qu'elle décide à la fin, ton personnage féminin principal, Ouria. D'ailleurs, je crois que le film devait s'appeler Ouria, je crois. Oui, il s'appelait Ouria avant, après. Bref, ça c'est pas très grave. Mais est-ce qu'on peut parler de cela? Ce serait plutôt sur un geste... J'ai longtemps résisté, en faisant ce film,
l'idée de me vendre, ou de vendre une certaine image de la révolution tunisienne. Oui, parce que c'est un film qui se passe... Voilà. Se passe pendant 3-4 jours, Voilà, entre voilà. Tala et Kasserine, c'est très particulier, c'est très personnel. En finançant le film, j'ai eu beaucoup de retours, on me disait, enlève la partie de Mohamed et garde Khouria, on a envie de voir une femme tunisienne qui se libère, et tout ce tralala qui ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'est que... C'est très célinien, ce film. Pardon, excuse-moi de t'interrompre. En fait, Mohamed, c'est ce garçon qu'on a prisonnier politique. Qui est prisonnier politique. Il y a plus de 4 ans, je crois. Oui, il a passé 3 ans en prison après la révolte de Redaïef en 2008. Voilà. Et il s'évade début 2011, en pleine quand les prisons, il y a eu les rébellions et tout ça dans les prisons. Et il s'évade, il rentre à Tala pour retrouver son ex, sa fiancée qui a disparu et qui est maintenant mariée à un homme qu'elle n'aime pas, à Kasserine, une ville à côté. Et ce Mohamed, quand il sort, ne veut plus en entendre parler de oui, voilà, il n'y croit plus. Oui, il veut plus de voilà, c'est un personnage célinien, c'est Ferdinand Bardamu, c'est un homme qui refuse la guerre, qui refuse la mort, il le dit. Il y a même des dialogues dans le film que j'ai complètement traduit de Céline, quand il dit à la vieille femme, moi je sais ce que je veux, je ne veux plus mourir. Et moi je voulais le film comme ça, je voulais vraiment qu'il y ait 2 axes. J'ai toujours raconté ça dans mes films, dans Le Dernier Minuit, dans La Nuit de Badr. Il y a toujours une histoire d'amour, quelque part, une histoire d'amour impossible, et toujours de la mélancolie. Et ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était de confronter l'amour à la violence du monde et au choix qu'on doit vraiment prendre. Est-ce qu'on s'engage pour soi ou pour les autres ? Et Mohamed, à un moment donné, il refuse la guerre, il refuse la violence, il refuse la révolution. Il veut être amoureux, il veut partir en Algérie, il veut vivre heureux. Et elle change et elle décide non, elle décide d'y croire et de continuer. Et c'est comme ça que le film s'est terminé. Ça veut dire la fin du film, quand elle décide de s'engager, de quitter son amant. On a filmé le film en ordre chronologique. Hein. J'ai vraiment pris beaucoup de risques pour arriver à cette fin-là. Je voulais la pureté, je voulais de l'innocence vers la fin. Et c'est vrai que le film aurait pu marcher mieux à l'international s'il avait présenté une certaine image, voilà, montrer une femme libérée, machin. Mais moi, j'ai jamais été dans ces trucs-là. J'ai toujours, je pense à une œuvre, quoi, un film. Voilà, je sens toujours que c'est toujours la même histoire. Moi, ce que je raconte dans Dernier Minuit, comme dans Tala mon amour, peut-être les choses évoluent. Moi, je vieillis. J'ai peut-être plus de moyens pour faire les films, c'est tout. Mais ça a toujours été la même histoire. Et toi, du coup, je suis un peu satisfait, voilà. Donc toi, tu es satisfait. Et toi, et par rapport à Aya, est-ce que... en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui est élevée dans une famille salafiste, on peut dire cela comme ça, même si le père et la mère, comment dire, je les trouve très beaux. Le père, quand même, je trouve que c'est un rôle, c'est un beau personnage, mais... on dirait qu'il n'y croit pas trop à ce qu'il fait. C'est qu'il est comme ça parce que malheureusement, il doit construire une maison, il doit avoir un travail et il sait que la communauté qui est autour de l'aide. Donc, bref, c'est un peu compliqué. Et donc, cette fille, elle va à l'école primaire et ensuite, elle va aussi à l'école coranique. Et puis, il se passe quelque chose à un moment, cette petite fille, donc, quand elle va à l'école coranique, elle rencontre une copine à elle et cette copine lui dit en gros qu'elle peut parler avec le bon Dieu. Et la petite Aya veut voir. Non, c'est même pas elle veut parler, elle veut voir le visage du bon Dieu. Et je sais que quand on est gosse, on a envie de voir le visage du bon Dieu. Et ça tourne un moment autour de cela. Et puis après, il va se passer quelque chose que je ne dévoilerai pas. Et arrive ce plan final qui est très beau et très envoûtant. Et en fait, c'est la mère de la fille qui fait un geste. Et je me dis, quand je vois vos 2 films, le geste qui est peut-être un détail, c'est peut-être anodin, mais il y a que le cinéma qui peut rendre aussi fort ce genre de geste. Ouais. J'ai cette impression-là. Tout à fait. Et politique aussi. Oui. Ah oui, ça là, c'est carrément politique. Oui, c'est carrément politique. Carrément politique. Elle doit l'assumer, surtout la mère dans Aya, et elle sait qu'elle va changer sa vie et la vie de sa fille. Mais c'est ça, c'est ce qu'on essaie toujours de fabriquer dans les films. Le cinéma est fait pour montrer des moments comme ça, moi je trouve. Voilà, c'est des moments très intimistes, très personnels, mais qui touchent le collectif, qui touchent la société, le monde, je veux dire. Il n'y a pas plus beau pour moi ou pour elle de filmer peut-être une femme qui se libère, le moment précis où sa vie ne sera plus la même, je pense. Et
soit dans Aya, soit dans Houria aussi, parce que Houria, quand elle quitte son mari et son amant la nuit même, et elle décide de partir monter à Tunis, comme ça, les cheveux libres, et que je voulais vraiment finir le film sur un gros plan où elle regarde carrément la caméra. Je ne sais pas si on le sent ou pas. J'avais commencé le film, j'essayais de commencer le film où on la voit comme une ombre chinoise, où elle subit l'acte, voilà, avec son mari, et que vers la fin, le film se termine sur un visage comme ça, sur un grand écran. C'était un peu ça mon idée dès le départ, quoi. Et pour toi, avec Aya, est-ce que cette idée, ce plan final était déjà dans le scénario depuis le début? C'est quelque chose que... Oui, la version finale du scénario, mais il y a aussi quelque chose qu'on a travaillé avec les acteurs sur place, avec AFF. Donc, il y a un travail aussi sur le jeu, et ça, c'est très important. Donc, AFF, j'avais beaucoup confiance en elle, et mutuellement. Et donc, à un moment donné, on a encore plus accentué dans son regard le fait qu'elle reste, à un moment donné, elle réfléchit. Elle voit sa vie défiler, elle voit ce qu'elle a vécu. Et ce qui vient de se passer, et qu'est-ce qui va se passer plus tard, quelle décision elle doit prendre. Et à partir de là, c'est pour ça que ça a été assez lent, le temps qu'elle décide de faire ce geste pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est, bien sûr, ça c'est la mise en scène, donc dans le scénario ça a existé. Et puis, mais si je reviens sur l'idée du film que... Si je suis satisfaite, oui, bien sûr, mais toujours il reste un pourcentage. C'est pour ça qu'on apprend pour le prochain film de dire que il y a telle chose, j'ai envie de la faire autrement. Je sais pas. Donc il y a des choses c'est d'un film à un autre, et on n'arrête pas de faire des films. C'est aussi grâce ou à cause de ça. La perfection. Exactement. C'est l'idéal, oui, mais bon, c'est... Vous avez plus de facilité à vivre dans la fiction que dans la réalité? Ah ouais, moi j'ai toujours choisi de vivre dans la fiction depuis l'âge de 15 ans, quand j'ai réalisé la cruauté de la vie, la solitude, et comment le monde est complètement insignifiant. J'avais des idées J'ai choisi déjà mon camp dès le départ. Mais le monde ne peut pas être insignifiant. Je veux dire, oui, mais bon, après... je préfère vivre dans l'art. Je pense qu'il y a plus de réponses dans l'art que dans la vraie vie. Les gens sont décevants. La vie est décevante parfois, mais dans l'art, on n'est jamais déçu. Quand on lit Madame Bovary, on sait qu'on va lire quelque chose de tragique dès le départ. Du coup, on le sait. Quand on lit Tolstoï, on le sait. Oui, mais on apprend. Oui, mais pardon, je te contredis, mais quand tu fais Le Dernier Minuit, à la fin du Dernier Minuit, il y a quand même cette séquence très très belle en soi, où l'artiste rejoint sa femme. Entre rejoindre sa femme ou le violon... Oui, il a choisi sa femme, oui, c'est vrai. Cette scène-là... Il choisit la vie, je dis pas forcément... Ouais, c'est l'amour aussi, c'est ça, quelque chose qui est vital dans la vie. C'est l'essence de la vie, moi je pense l'amour. L'art aussi, parce que j'aime l'art aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque du Dernier Minuit, moi j'aime beaucoup ce film parce que c'était déjà mon premier film. Pareil. Et c'est... on l'a fait sans complexe, on n'avait pas de... Tu sais, quand je fais un long métrage, il y a ce stress de on va aller où, dans quel festival, qu'est-ce que j'aimerais en penser. Vous vous posez vraiment ces questions-là maintenant. Mais je sais que c'est parce que c'est ce qui c'est le monde, c'est tout cela qui fait que on finit par. Et aussi le financement. Parce que tu as de l'argent, parce qu'il y a des fonds qui t'ont donné de l'argent. Et ces fonds-là, ils ont envie d'aller à Cannes pour voir sur le générique qu'ils ont soutenu ce film, pour qu'ils fassent la montée des marques. Voilà, c'est pénible. Pendant que Le Dernier Minuit, on l'a fait entre nous, quoi. On l'a financé, c'est des potes. Oui, je sais que c'est un film on l'a tourné comme ça, en interdit, comme ça à Tunis. Tu joues d'ailleurs dans le film. Ouais, on jouait tous les deux dans le film. On avait commencé le film avec notre couple qu'on a viré, et qu'on a décidé de le faire nous-mêmes parce que on parlait de choses très intimes, quoi, et qu'on s'est dit, il faut le faire, il faut accepter. C'est très dangereux, mais c'est bien aussi. C'est très courageux. Mais j'aime beaucoup ce film parce que j'ai révélé beaucoup de choses. Enfin, c'était les années Ben Ali aussi, c'était avant la Révolution. C'était ça annonçait ça. Il y avait quelque chose là-dedans. Hein, et puis, ce mal d'être, tu vois, cette tristesse, cette mélancolie terrible à Tunis la nuit... C'était ça. Et puis voilà, après, ça a évolué. Hein, mais c'est vrai, j'ai beaucoup de nostalgie à cette époque-là. Je me dis, si on arrive à faire des films tout seul, comme ça, on n'a pas besoin de 1000 personnes. C'est vraiment mon objectif maintenant, c'est
C'est d'avoir assez d'argent pour faire des films comme ça, comme je veux, sans l'aide des fonds, sans avoir des scénarios, écrire des scénarios, des notes d'intention et justifier ton film pendant 3 ou 4 ans. C'est terrible. Il faut un jour, je sais pas, on arrivera toujours à faire un film tout seul. Je sais pas, c'est mon rêve. Faire le film total, comme ça, faire ce que je veux, et après je m'en fous. S'il va dans des festivals, voilà, ça veut dire, Tala mon amour, je voulais le faire en noir et blanc, on va pas laisser. Parce que, oui, mais d'ailleurs, je vais te poser la question. Après, je reviens sur toi, parce que la question de la fiction, je n'ai pas oublié. Je ne t'oublie pas, t'inquiète pas. Tu parles trop. Mais c'est bien. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Oui, tu fais 2 films en noir et blanc. Oui, et celui-là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je sais que c'est très important, parce que tu es quelqu'un, tu l'as dit, je crois, tu es en noir et blanc. Oui, je voulais faire ce film-là en noir et blanc. Après, pour les financements, pour la production qui était avec moi... nous n'en voulait pas, et puis voilà. Après, c'est plus dur de placer un film en festival en noir et blanc qu'en couleur. Et puis tu fais un film sur la Révolution, pourquoi tu ferais un film en noir et blanc? Les gens ne comprennent pas. C'est terrible, hein. Mais faut vivre avec, quoi. Parfois, je me dis, si j'avais fait ce film-là en noir et blanc, j'aurais peut-être... Moi, je tourne directement en noir et blanc, je ne fais pas couleur et je désature. J'ai envie de voir en noir et blanc. À un moment donné, je voyais cette histoire, je l'avais écrite en noir et blanc. Et puis, en couleur, ça change. Déjà, tu mets beaucoup d'argent dans la production parce qu'il faut éclairer tout. Pendant qu'en noir et blanc, tu as besoin de 3 projets, d'aller avec la lumière naturelle et tout. Et tu perds beaucoup de pureté. C'est ça aussi le truc. Tu perds la pureté de ton film. Couleur, quand tu le fais en couleur. Ouais, absolument. Il y a des films que tu peux construire en couleur. Il y a des films que c'est en noir et blanc. Tu ne peux pas le faire en couleur. C'est très mélancolique, c'est triste. Il y a quelque chose là-dedans. Et puis voilà, quoi. Mais bon, le prochain film, c'est en couleur. Mais j'ai l'idée d'un film en noir et blanc que j'ai envie de faire comme ça, de financer moi-même et d'avoir le contrôle total là-dessus. Et donc, Moufida, par rapport à la fiction, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu es très à l'aise, ou tu vis dans cette fiction, comme disait Mehdi, ou tu arrives à jongler D'après ce qu'il disait tout à l'heure, il m'a fait rappeler une phrase, mais j'ai oublié qui l'a dit. Je cherchais l'art rend la vie plus intéressante que la vie. Et donc, ce qui permet qu'on crée en fait des mondes. Donc, à partir de la réalité, on en a besoin, mais la représentation, la manière de voir la réalité fait que ça nous rend la vie plus agréable, ou peut-être comme le dit Nietzsche par rapport à la musique, je ne sais plus, il parlait d'une erreur, mais bref, c'est que on a besoin donc de cette fiction pour pouvoir aussi cette réalité, parce que chacun de nous, j'en sais rien, peut-être il y a une couleur, si je pars un petit peu dans un délire philosophique, de dire que je vois, comme le fait Descartes, en parlant d'un objet qui est assez loin, et 3 personnes ensemble, il y en a un qui voit des oiseaux, l'autre il voit juste un objet flottant avec le vent, et en fait c'est une autre manière de voir les choses et après de les interpréter qui est intéressante. Donc oui, la fiction elle est très importante pour pouvoir, qu'est-ce qui fait que on entre dans une salle de cinéma et on en sort, il y a quelque chose qui se passe, il y a une forme d'alchimie qui est à l'intérieur de soi qui fait que le lendemain il y a quelque chose qui a changé en nous. Pourtant, elle est là, la réalité. On la vit tous les jours. Mais c'est l'artiste, ou le cinéaste, qui va permettre d'aller au-delà et de vivre dans un monde peut-être imaginaire, mais pas tout à fait imaginaire, parce qu'en fait, on crée à partir du monde et on a besoin de cette réalité
mais qui nous emmène dans d'autres mondes. Et c'est ça en fait qui est intéressant dans la fiction. C'est pas une forme de s'échapper ou de dire que la réalité je veux pas écouter, je veux pas entendre, je veux pas voir. Mais non, la réalité elle est là. Mais c'est qu'elle nous permet d'aller sur d'autres strates, sur d'autres ponts. D'autres couches aussi. Voilà, c'est ce qui fait qu'on raconte des histoires, mais on accentue aussi l'émotion qui est très importante dans le cinéma, qui nous fait sortir. Il y a des choses qui sont en nous. En fait, ça nous révèle à nous-mêmes. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne sent, mais on n'en parle pas. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Mais l'art, le cinéma aujourd'hui, dont on parle particulièrement, nous permet ça. Oui, la fiction, c'est très important. Donc c'est ça qui... Pour rejoindre ce que disait Moufida, c'était quand j'avais commencé, j'étais plus jeune, on cherche, du coup on est influencé. Godard nous influence beaucoup quand on est jeune, c'est parce qu'on le voit, on dit il y a ce mec qui raconte les histoires autrement. Il continue, oui, il a un pouvoir incroyable. Mais moi je me rappelle un truc très intéressant, c'est que la première fois que je suis venu à Paris, je suis allé à la Cinémathèque. Et j'aimais beaucoup les films de Cassavetes, mais je n'ai jamais vu un film de Cassavetes. Je lisais beaucoup sur Cassavetes. Ça me rappelle ce que disaient les jeunes critiques des cahiers. On aimait le cinéma aveuglément, quoi. On lisait tout sur les films et on attendait que les films viennent d'Hollywood pour qu'on puisse les voir. Et moi, je suis entré voir Opening Night. Et j'étais complètement bouleversé, j'ai même pleuré après, je me suis dit, waouh, c'est ça, c'est ce que... Moi j'ai envie de parler des choses comme ça. Et ce mec-là, Cassavetes, il arrive à en parler, il arrive à filmer une femme, une actrice qui vieillit, qui est alcoolique, des choses très, très intimistes. Et c'est tout le cinéma de Cassavetes que je suis vraiment un conditionné de Cassavetes. J'adore, c'est mon cinéaste préféré. Et voilà. Ça n'est plus Garrel. Oui, Garrel aussi, mais Cassavetes, c'est vraiment, ça me bouleverse énormément parce que quand je revois, je sais pas, Garrel, j'adore, ça reste toujours quelqu'un d'important pour moi et ça. Mais Cassavetes, c'est quand même le maître absolu pour moi. C'est comment il, les histoires qu'il raconte, une femme sous influence, je sais pas, c'est des choses comme ça, c'est ça aussi là. L'histoire d'une femme sous influence, elle peut intéresser personne. La femme d'un mec, chef de chantier, machin. Mais comment c'est fait? Comment il pousse très très loin les choses. J'aime beaucoup le film Husband. Oui, voilà. Je l'ai dit aussi. Oui, c'est génial. Trois gars qui ont perdu un copain. C'est drôle parce que tu vois, t'en parles. C'est un film pour les mecs. Moi, j'ai l'impression. Moi, je l'ai vu. Et je l'ai aimé, mais c'est pas le meilleur pour moi de Cassavetes. C'est un truc de mec. C'est bête de faire des cases, mais là pour le coup c'est vrai qu'il faut le dire. C'est vrai que c'est un film qui. C'est un film pour les mecs. Les femmes sont à la maison, elles attendent, elles sont avec les gosses et puis c'est vrai que inconsciemment j'aime ce film, peut-être parce que c'est un film de mec, je ne sais pas. Moi j'adore ce film. C'est vrai que c'est un très beau film, c'est un truc qui m'a beaucoup. Et tous mes potes qui souffrent un peu de cette crise-là, qu'ils arrivent à la quarantaine, voilà, tu vois, et qui commencent à déraper, moi je leur montre ce film-là, et c'est incroyable, ce mec, il arrive à parler de choses comme ça, mais c'est ce qu'on fait, nous, des virées nocturnes comme ça. Alors, je ne sais pas si, par là, je parle de géographie cinématographique, mais je ne sais pas pour la Tunisie, pour les réalisateurs tunisiens de votre génération, mais je sais que en Algérie, beaucoup de cinéastes comme Hassan Fellani de cette génération-là ont ce point commun d'être très sensibles au cinéma de Cassavetes. C'est un cinéaste qui, voilà, quand tu les entends parler de cinéma, il parle beaucoup de... les gens. C'est quelque chose, voilà. En tout cas, moi, ça reste quelqu'un de très important. Et puis, l'itinéraire de sa vie aussi, comment il se battait pour faire ses films. On se reconnaît aussi dans ça. Cette figure de sacrifice, que tous ces cinéastes il disait un truc intéressant dans le documentaire de Labarthe, quand il disait vous êtes seul ici à Hollywood, il dit ouais, c'est shame, et tu dois te poser la question, est-ce que tu es prêt, are you ready to starve, est-ce que tu es prêt à avoir faim, à ne pas manger pour faire un film? Et la réponse que oui, voilà, moi je suis prêt à ça. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça te donne beaucoup d'énergie aussi. C'est ça, t'en as besoin quand tu fais un film. Mais ce qui est d'autant plus extraordinaire, pardon de revenir à des choses peut-être un peu basiques, c'est qu'en plus de cela, il avait aussi une famille. Oui. C'est pas l'archétype de l'artiste, tu sais, maudit, la figure maudite. Non, c'est quelqu'un qui avait des enfants avec Gina Rollins et qui les deux d'ailleurs, les deux se sentaient parfois, étaient obligés de jouer dans des films qui sont pas très importance pour financer les films. Pour financer leurs films, et sa maison
à Hollywood, là où il a tourné tous les films, il a hypothéqué 1000 fois. Hein. Déjà, quand il est mort, il a hypothéqué cette maison parce qu'il hypothéquait la maison pour avoir de l'argent, des avances de la banque pour aller tourner un film. Et c'est quand même incroyable hein, qu'il tourne Love Streams, financé par Menahem Golan, Canon Film, qui quand même financé tous les films de Van Damme, tous les. Il a quand même financé le film de Godard. Donc, oui, voilà, oui. Bon, après Godard, on l'a bien profité aussi, hein, je me rappelle. Donc, mais c'est aussi ça, hein, c'est comment un cinéaste a... Je sais pas, je pense que c'est aussi ça le destin d'un cinéaste indépendant. Et il y en a ceux qui vendent leur âme. Hein. Moi, on n'est pas prêt à vendre notre âme. Il faut que le prix soit bon. Voilà. Est-ce que je reviendrai après là-dessus sur vendre son âme. On parlera de ça par rapport à autre chose, mais j'imagine. Pour revenir à Aya, est-ce qu'à un moment, Aya, est-ce que le fait, parce que tu parlais de l'imagination, pour moi, je pense que c'est le pivot central. C'est ce qui nous permet de voir si un pays est en bonne santé ou pas, l'imagination. Pour moi, c'est ça. Et est-ce que Aya souffre, sans le savoir, d'un manque d'imagination parce qu'elle est dans un milieu qui ne lui transmette pas ça? Par exemple, je me dis, elle veut à tout prix voir le visage du bon Dieu, mais elle pourrait peut-être se l'imaginer, j'imagine, je sais pas. Et je me dis, est-ce que c'est ça aussi? Il y a un truc qui va pas parce qu'on ne lui a pas transmis ça. Mais justement, tout le film est sur la transmission. Et puis la dangerosité de cette transmission dans un milieu religieux, donc extrême, rigoureux. Extrême, voilà. Et à cet âge-là, donc c'est assez charnière. Donc, est-ce qu'on lui donne sa liberté en tant qu'enfant parce qu'elle a besoin de son espace de jeu et cet espace de jeu lui permet d'en développer son imagination, ou on arrête en fait, c'est comme de l'eau où on a coupé pour que ça aille plus loin. Donc oui, son imagination elle est en cause, c'est-à-dire que si avec son papa, donc lui explique pourquoi sa maman elle s'habille de telle sorte et qu'il lui met déjà une forme de barrière, et même dans la scène quand elle est sur la balançoire, pour moi c'était très important qu'il y ait cet aller-retour vers la caméra, c'est-à-dire qu'elle peut sortir de la caméra, venir vers nous, sortir du cadre, mais après elle retourne avec son père, et son père il est en train de l'endoctriner, lui raconter des choses, parce que l'adulte, voilà, c'est mis dans des cases et ça y est, c'est comme ça, il voit le monde de telle manière. Donc oui, c'est une question d'imagination. C'est drôle parce que maintenant, ça me fait revenir toutes les références par rapport au film, et cette scène, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup influencé, c'est Charulata de Satyajit Ray. Et tout ce rapport à l'écriture, à l'imagination, la liberté, et puis cette femme qui est à l'intérieur de sa maison, qui regarde à l'extérieur ce qui se passe, mais en même temps, elle est vraiment enfermée chez elle. C'est l'imagination pour l'enfant, mais aussi l'imagination pour les adultes, parce qu'à un moment donné, c'est l'enfant qui a sauvé la maman. Donc l'adulte, il aurait pu aussi s'ouvrir des portes. Et tout c'est cette question de lumière à l'intérieur de soi. Comment elle arrive chez nous, dans nos sociétés, parce qu'on est conditionné par des a priori, parce que quand on est très petit, on nous apprend des choses qui sont comme ça et pas autrement, parce que dans le cadre familial, on nous apprend ce qu'on doit perpétuer après, même si on va à l'école, non, on doit être comme ça. Enfin, c'est comme, je vois comme une sorte d'animal qui a deux barrières autour des yeux, et il voit le monde qu'à travers les yeux des adultes, parce qu'on lui a inculqué ce genre de choses. Je me pose la question sur la liberté d'être là où on vit, enfin pour moi en tout cas par rapport à la Tunisie, mais je pense que c'est un peu commun aussi à beaucoup de pays arabes, c'est que l'autocritique... C'est universel, c'est la religion aussi qui... Oui, tout à fait. Le dogme qui contrôle. Mais c'est aussi plus chez nous où c'est assez flagrant, et que moi, j'ai même dans mon travail de plasticienne, j'ai toujours questionné cette limite qu'on se pose soi-même, où on laisse les autres... C'est intéressant que tu parles de ça, parce que cette scène-là, quand elle avait écrite, on voulait qu'il lui passe que le père endoctrine sa fille,
mais on ne voulait pas que ce soit de manière cliché, déjà vu, que père autoritaire. C'est pour ça qu'on a choisi que le père soit fragile, que le film parle aussi de la violence économique que les gens reçoivent. Parce que c'est ça, le père il souffre, il n'a pas de travail, les salafistes lui donnent du travail, une maison, un toit, et puis voilà, une boutique, et il doit être là. Et on a choisi que vers la fin, le père soit doux avec sa fille, qui joue avec elle, voilà, on voulait vraiment... Il y a aussi la fragilité, c'est que le père aussi est une victime, hein. La mère, ils sont tous victimes. J'ai l'impression que le père, ce qu'il dit, je sais même pas il n'est pas convaincu, il est... Voilà, il y a un truc avec dans ça. La scène de la boutique, on voit la haine qu'il a envers on voit surtout des mafieux. Voilà, les mecs, comment ils le regardent, et on voit qu'il veut se révolter, mais il n'y arrive pas. Il est pris dans ses... Parce qu'il est conditionné par l'amour pour sa femme et sa fille. Donc il est partagé entre deux. Qu'est-ce qu'il fait? Aussi, mais il y croit, c'est pas un ange, il est aussi responsable, il l'a choisi. Donc il a choisi de vivre dans ce milieu-là. Bon, après voilà, il y a d'autres choses beaucoup plus complexes par rapport au système. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous dites c'est complexe, c'est pas aussi simple que ça. Oui, tout à fait. C'est pour ça que en fait le personnage, il est à la fois vulnérable, mais aussi assez dur quand il arrive à parler avec sa femme. Il lui dit non, tu vas pas avoir ta mère. Donc voilà, c'est assez clair. Mais de l'autre côté, il est vraiment fragile, il se pose des questions. Parce qu'un être humain, finalement, on n'est pas là. C'est des personnages qu'on a écrits sans qu'ils soient caricaturaux. La manière de Benedel, moi j'aime beaucoup, chacun a sa vérité en fait, c'est ça. C'est que chacun a sa vérité, chacun a ses propres raisons. Quoi. Mais c'est ça aussi qu'on retrouve dans Tala. Hein. C'est que tous les personnages... Je pense. Après, vous avez, tu as de l'empathie pour tes personnages. Oui. Même pour celui qui est un peu malheureusement peut-être le mouton noir de cette famille de personnages qui campent ton film, c'est-à-dire le fils, le petit, l'espèce de création c'est quand même quelqu'un de complètement bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est, je sais pas, c'est un agent du système, mais il est aussi victime parce qu'il aime pas comment il est, il demande au bon Dieu pourquoi il a créé comme ça. Je sais pas, il y a beaucoup de... je sais pas, on est tous victimes en quelque sorte, on est tous coupables aussi. Moi j'aime Benedel a beaucoup influencé mon écriture aussi parce que chacun a sa vérité réellement, chacun a ses propres raisons. C'était Jean Renoir qui disait dans La règle du jeu, chacun a ses raisons. Oui, voilà. La règle du jeu, ça reste quand même un film absolu. C'est tellement bien écrit. Tu aurais pu tomber dans ce schématisme-là au niveau de Tala, mon amour, avec certains personnages. Par exemple, ce personnage dont tu parles, ce personnage qui est un nain, et donc tu aurais pu lui affubler tous les maux de tout cela. En plus de cela, avoir ce physique, parce qu'il ne se lave jamais. D'ailleurs, sa mère lui dit tu pues comme un rat, des choses comme ça. Mais non, il y a quand même de l'empathie. Ah oui, absolument. Et c'est pour ça que pendant que dans le dialogue ou espèce de duel, ce match de tennis entre la mère du nain et Mohamed, mais ça crie beaucoup, hein. Par contre, je sais pas si c'est voulu, mais oui, mais c'est parce que il est comme ça. Moi, je me dis que le personnage a besoin toujours d'extérioriser ce que Mohamed sent en fait. Ce que Mohamed sent, lui, il le dit. C'est ça, c'est une système de projection. Dans la scène où ils discutent tous les deux, où la morale de la révolution, elle est un peu évoquée, dire est-ce qu'on fait la révolution ou pas, et que l'autre, il est là, il boit, tu vois. J'avais besoin de ça, que la scène... qu'après ils le prennent et qu'ils le lavent et tout. J'avais besoin d'une légèreté, voilà, contrepoint en quelque sorte, parce que c'était trop sérieux, c'était trop dur, et les gens de ce milieu-là, je sais qu'ils ont beaucoup d'humour, ils ont une facilité à rendre les choses légères dans les moments les plus tragiques, les plus durs. C'est ça aussi, il y a beaucoup d'empathie envers les personnages, mais je ne veux pas... j'essaie toujours de m'éloigner des clichés, quoi. Voilà, c'est facile de dire on est pour la révolution, c'est facile de faire ça se vend mieux, mais non, moi j'ai pas envie de vendre, j'ai envie d'écrire une histoire qui soit sincère et qui me touche moi avant tout, pour que ça touche les gens, quoi. Puis c'est tout, c'est ça un peu comme un peintre, il peint ce qu'il veut, il n'est pas obligé de faire plaisir à X ou Y. Après, si ça marche, si c'est bien fait, tant mieux. Si c'est les gens soient touchés, ok, s'ils ne soient pas touchés, c'est pas grave. Vous avez une manière tous les deux de travailler aussi sur le temps, cette manière de suspendre le temps dans la construction de vos plans.
et qui fait que là, pour le coup, vous rentrez pas dans cette espèce de maelstrom de clichés, à savoir que lorsqu'une séquence devient intense, tout de suite, on sent la caméra à l'épaule. Enfin, des choses comme ça qu'on sent qui venir à... Et je sais pas si c'est effectivement, c'est l'un des aspects de la mise en scène qui vous intéresse aussi, à savoir comment travailler le rythme, l'enchaînement des plans, le rythme. Et moi, j'ai cette impression que vous arrivez à votre meilleur quand le temps est suspendu. Par exemple, la séquence finale. Quand la séquence finale est dans ton film aussi, il y a des moments avec cette espèce de petite révolte où tu sens une façon de travailler sur le temps, de découper, de ne pas être trop rapproché avec cette caméra à l'épaule. Voilà, c'est un peu peut-être brouillon ce que je dis, mais j'ai l'impression que même si les plans ne font que 3, 4, 5 secondes, on sent le temps on sent quelque chose. Bah ça, dans Talam Alamou, c'était ça l'idée de départ, c'est que de suspendre le temps pendant 3-4 jours. Pour que Mohamed, quand il entre dans Tala, c'est un cercle vicieux. Il est enfermé comme un taureau dans cette ville, il n'arrive pas à sortir de cette ville, c'est son passé en quelque sorte. C'est sa vie, il est face à sa vie, il est face à des gens qui l'ont connu, qui ne le reconnaissent plus, il est face à quelqu'un qui reconnaît son père, qui lui dit que son père il est mort pour cette ville, pour ce pays, mais pendant que lui il ne veut que vivre, il veut juste oublier. Enfin, alors le temps, c'est vrai qu'on arrive à le suspendre, par exemple le moment où il revoit son pote, il y a cette scène dans la petite pièce. Oui, oui. Moi cette scène-là, depuis le départ je voulais vraiment la cadrer, je voulais vraiment être là physiquement. C'est toi qui cadre. Oui, j'ai cadré cette scène-là et beaucoup d'autres scènes aussi. Mais j'avais besoin d'être là physiquement avec eux dans l'espace. C'est-à-dire, on avait des micros et j'étais seulement là avec ma caméra et juste les deux acteurs. Une manière de vraiment suspendre le temps parce que on évoque quand même le passé, la morale, le sens. L'idée de suspendre le temps, c'était mon idée de départ dans le film parce que le film se passe sur 3-4 jours, quand même très important de l'histoire de Tala et Kasserine, de la révolution en Tunisie. Et je voulais que le personnage soit vraiment enfermé dans cette ville qui symbolise un peu son passé aussi. C'est que le jour passe, la nuit, il est là, il erre d'un endroit à un autre, perdu, il ne sait pas vraiment quoi faire pour sortir de cette ville, est-ce qu'il doit aller chercher la femme qu'il aime, voilà, c'était ça l'idée. Et puis j'avais besoin dans la scène où il confronte son ami Karim, voilà, où ils parlent tous les deux, ils évoquent tous les deux le passé, la révolte de Redaïef, comment Houria a été violé par les policiers du régime. Voilà, il l'apprend et ça le bouleverse. J'avais besoin d'être là physiquement avec la caméra. Je me souviens quand cette scène-là, on l'avait vraiment tournée, je sais pas, 15 ou 20 prises. Toute une scène de dialogue et de jeu qui durait à peu près 10 minutes. C'était vraiment très fatigant, mais on voulait quand même créer quelque chose de pur et de étaler le temps, de ne pas sentir... On ne sait pas si cette scène-là a pu durer, je sais pas, quand on voit la scène, on dit ça dure, je sais pas, 1 minute, on a l'impression qu'il parle pendant des heures. Et c'est ça aussi l'impression l'idée d'étirer le temps, de dire, il a passé tellement de temps à l'intérieur, quoi. Mais on ne le voit pas. Mais ça veut dire, il dit des choses, parce qu'il y a quand même des sous-entendus dans les dialogues, ça parle de beaucoup de choses aussi. Mohamed, dans cette scène-là, il annonce l'échec de la révolution comme un prophète. Lui, c'est un peu un prophète dans le film. La manière quand il porte le gamin, c'est un peu sa croix qu'il porte. C'est ça, ce gamin-là qui meurt et avec qui il n'échange pas de dialogue, pas de parole. C'est lui, en quelque sorte, c'est sa jeunesse, en fait. Oui, mais en même temps, dans la manière d'emmener les choses, ton regard ne s'appuie pas uniquement que sur lui. Parce qu'on aurait pu dire, bon, effectivement, c'est lui qui a raison, tout le monde a raison, il n'y a que lui, les autres ont tort. Non, les autres aussi, ils ont leur raison. Bah oui, les autres aussi ont leur raison. C'est ça qui fait que le film ne tombe pas dans cette espèce de schématisme. Et même Houria, elle a ses raisons vers la fin quand elle le quitte. Ah, mais c'est juste un geste extraordinaire. Voilà, parce qu'on a tendance à croire qu'elle va quitter celui qui ne l'aime pas forcément et qu'elle n'aime pas surtout. Mais elle quitte aussi, mais elle refuse d'aller avec l'autre aussi. C'est-à-dire c'est pour ça que j'ai choisi quand elle quitte son mari, quand elle sort de chez elle, où il n'y a pas de dialogue dans la scène, c'est ça aussi le cinéma, parce que cette scène-là, j'avais écrit avec des dialogues, mais quand on l'a tournée, je dis, ne parlez pas.
parce qu'elle embrasse la main de sa mère, il y a son mari qui est là, on a compris qu'elle est venue voir son amant. Voilà. Ça. Les moments les plus... ça parle pas. La fin, il y a que ce magnifique dans Aya, quand sa mère l'inonde de baisers, quand elle n'arrête pas de l'embrasser partout, et puis... mais il n'y a pas de dialogue. Enfin, il y a un dialogue, mais on le comprend, il n'est pas là, on sent qu'il y a quelque chose. J'ai lu quelque part, je crois que c'est sur je sais plus sur quel papier, qui parlait qui disait en gros que la révolution, la révolution est femme. Et je lui dis, tiens, il faut que je leur pose la question, parce que c'est quelque chose, moi, qui me... Par rapport à... si on prend vos deux films... Houria, c'est la révolution, elle symbolise la révolution dans le film. Tout le contraste entre les premières scènes dans le film où elle est là avec son mari, enfermée, avec ses arrière-plans, on voit les murs, les meubles moches, la télé qu'on voit pas en off, et après, quand elle sort, et quand elle sur la route de Tala, quand elle est là, il y a cette scène quand elle descend, on voit vraiment l'espace, on voit le ciel, une forme de libération aussi, vers la fin, quand elle choisit. Elle symbolise la révolution. La révolution, elle a commencé en 2008 à Redaïef, enfermée, violée, et après torturée, mais après, il y a eu Tala, il y a eu Kasserine et Tunis. Et c'est pour ça qu'elle dit, elle veut monter à Tunis. C'est aussi ça, je pense que le film, c'était important pour la mémoire en Tunisie, parce que on oublie, on dit que la révolution, c'est le 14 janvier, devant le ministère de l'Intérieur, et le dégage contre Ben Ali. Et on oublie tout ce qui s'est passé pendant 4 ans entre Redaïef, Tala et Kasserine, où il y a eu plus de nombre de morts entre Tala et Kasserine. Cette nuit-là, où le gamin meurt là, dans le film, c'est quand même, il y a eu 50 ou 60 morts. C'est incroyable. Et c'est ce qui a fait que la révolution, que le lendemain, les gens sont réveillés et on voyait sur Facebook des morts. On n'a jamais vu ça en Tunisie. On n'a pas eu, comme en Algérie, une décennie noire, on voyait les morts. Nous, les morts, on n'en voyait pas. On pensait que ça mourait partout, en Palestine, Algérie, machin, mais pas en Tunisie. Et en voyant les morts, on s'est dit, ce régime-là est assassin. Et il faut sortir, il faut sortir dans la rue, il faut se révolter. Du coup, c'était vital pour nous. Après, bon, femmes. Non, moi, je reviens un petit peu sur la question du temps. Oui. Et ce que j'aime bien, en fait, ce que j'ai essayé en tout cas dans Aya, c'est le rapport au silence. C'est comme dans une répartition de musique, où on a besoin de ce silence pour pouvoir... Il fait partie, en fait, c'est une respiration. Donc il y a plusieurs moments, par exemple quand ils sont à table, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc les baisers sur la joue de la petite fille, il y a les regards, il y a la maman quand elle est déçue, elle regarde sa fille mais elle lui dit rien du tout. Il y a le père, quand le shir il part, il regarde sa fille. Pour moi, tout ça, c'est très, très important, surtout qu'il n'y a pas de musique. Je voulais vraiment, c'est un choix, c'était décidé, il y avait je voulais à un moment donné mettre de la musique vers la fin, mais c'est pas ça le film, en fait. Dès le début, je l'avais déjà construit d'une manière où les sons de la ville sont très importants. Le rapport au corps, tous les sons très minuscules, que ce soit le vêtement, tout ce qui est autour. Donc, et c'est ça qui fait révéler aussi les personnages en leur intimité. Donc oui, ce silence, il est important pour construire tout le reste, en fait. Ici, après, je pars sur cette idée de révolution, si la femme, la révolution est femme. En tout cas, pour la Tunisie, je pense que oui. C'est-à-dire que dans l'histoire de la Tunisie, il y a toujours eu une femme qui est venue foutre un petit peu le bordel pour faire bouger les choses. Et de mon point de vue, je considère que si la Tunisie, un jour, elle deviendra encore meilleure que... aujourd'hui, elle essaye de devenir... ça sera toujours une femme, parce que on a toujours été là, peu importe où, que la femme elle soit dans les champs, qu'elle soit au bureau, je trouve qu'il y a une force, et moi en tant que femme je le sens quand je suis par exemple avec mes sœurs, avec des amis, il y a plusieurs classes sociales, mais il y a toujours cette envie de vouloir changer, et je pense que l'âme de la société, c'est une femme, parce que même s'il y a toujours les hommes, c'est des sociétés patriarcales, donc ils sont devant, mais il y a toujours les femmes qui sont derrière. Il faut juste voir les vidéos ou les photos dans les manifs, beaucoup de femmes.
Je me souviens, les gens, la première du film au Festival de Carthage, au Colisée, quand même, qui est une salle incroyable, il y avait 2000 personnes, moi j'avais vraiment peur. Ce jour-là, il y avait beaucoup de gens de Tala et Kasserine, ils étaient montés pour voir le film, ils avaient préparé des banderoles, ils pensaient que le film allait vraiment, voilà, un film, voilà, c'était... ils ont vu quand même autre chose, ils étaient très fâchés vers la fin, ils m'ont dit, c'est quoi, il n'y a que les femmes qui sont fortes dans le film, parce que si on voit toutes les femmes du film sont... Un rôle quand même positif. Tous les hommes sont soit des lâches, soit des cocus, soit des... Voilà, c'est des... Ils m'ont dit, mais comment ça, toi tu es un homme, tu devrais faire un film sur les hommes aussi, que les hommes soient forts. J'ai dit, oui, mais les hommes sont forts, mais à leur manière. Mais moi, en tant qu'homme, j'ai envie de révéler la fragilité des hommes aussi. C'est que la force des femmes, elle est là, certes. Mais aussi, je pense que c'est important dans nos cinémas que l'homme, qu'on montre sa fragilité. J'en ai marre des films arabes où... Il y en a beaucoup en Tunisie où on montre le père, comment il bat toujours. C'est ça, il y a cette image du père là dans tous les films tunisiens. Hein. C'est vraiment, ça devient un cliché. Et puis moi, j'ai envie de montrer autre chose. J'ai envie que Houria, elle quitte son mari vers la fin. Et quand elle le quitte, on reste sur lui. Il entend les balles, il entend les cris. Il n'y va pas. Moi, j'ai envie de montrer ça, la fragilité. Comment les hommes, ils sont aussi fragiles, ils ont peur de mourir. Voilà, c'est aussi ça. C'est pas une envie de montrer que les femmes sont... Ok, les femmes sont là, les femmes... mais c'est aussi de montrer la fragilité des hommes. Je pense que dans l'écriture, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut l'appeler le cinéma tunisien ou non, moi j'aime bien dire ça, cinéma tunisien. Est-ce que le cinéma tunisien aujourd'hui, témoigne convenablement de la société dans laquelle, de cette société? Non. Pour une raison très simple, c'est que qui met l'argent? Qui finance? C'est des fonds étrangers, en majorité en France. Et en France, malheureusement, on a envie de voir une certaine image de la Tunisie, une certaine image de la femme tunisienne. On adhère à certains types d'histoires. On n'a pas envie de voir voilà, des choses qui fâchent, des choses qui montrent la société tunisienne, voilà, qui évolue, machin. C'est ce qui me fait mal, c'est que le cinéma tunisien n'a pas beaucoup évolué par rapport aux années 2000, par exemple, aux années 90. On est toujours presque dans les mêmes histoires, on est toujours dans les mêmes clichés, le père... la fille, les prostituées. On a toujours envie de nous rabaisser. Et c'est terrible parce que on a le salut quand même. On a un centre de cinéma en Tunisie. On donne à peu près 40% du budget à un film tunisien. Ça veut dire s'il y a plus d'argent tunisien, j'ai plus à faire des concessions en France. Moi, j'ai des producteurs sur mon prochain film. Ils me demandent de changer des choses. Pourquoi on change des choses? Parce qu'en France, on n'aime pas certaines choses. C'est terrible pour nous, et c'est terrible pour tout le cinéma du Maghreb, pour l'Algérie, pour le Maroc, pour la Tunisie. C'est des cinémas, nos films ne sortent qu'en France, par exemple. On a besoin de la France comme coproducteur majoritaire aussi, qui soit avec nous, qui décide dans le montage. Tu ne peux pas faire ton film sans que le producteur français décide dans le montage. Tu ne peux pas raconter l'histoire que tu vas raconter. C'est ça aussi. Et après, il y a les festivals. Il y a certains films tunisiens qui vont dans les festivals. Il y en a un qui ne peut pas aller dans les festivals. C'est le film de Walid Matar, par exemple, devant le film de Kawthar Banania, il ne peut pas aller. C'est Kawthar Banania qui y va parce que c'est une certaine image. C'est ça, c'est terrible aussi, parce que les autres films sont aussi bons, et ils sont sincères, ils sont faits avec beaucoup d'amour. Mais voilà, c'est terrible pour nous, et c'est notre responsabilité, on l'assume. Parce que peut-être c'est mieux pour nous d'aller faire un film avec très peu d'argent et de garder sa liberté artistique. C'est aussi ça notre responsabilité, il ne faut pas juste blâmer les autres. Il faut décider à un moment donné, de dire, ok, moi je réduis certaines choses, je prends des jeunes comédiens, je ne prends pas de salaire et je fais mon film comme je veux. Et je l'assume et tant pis. Peut-être c'est aussi ça. Mais ça évolue. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport au cinéma tunisien. Je pense qu'aussi on a créé la boîte pour ça, pour avoir plus de liberté, que ce soit en Tunisie généralement, avoir la liberté de choisir. Déjà côté tunisien. Oui, déjà ça. Avec qui travailler, de ne pas avoir trop de concessions par rapport à des choix artistiques. Mais oui, c'est une réalité malheureusement, c'est que les fonds étrangers conditionnent les films du Sud et ils cherchent
souvent, je suis désolée de me dire, entre guillemets, un cinéma un peu exotique des fois, c'est-à-dire qui montre des choses qui plaisent à l'Occident parce qu'on a envie de voir ces sociétés traiter de leur réalité sociale. Dès qu'un film un peu bizarre, peut-être visuellement, ou qui ne parle de rien du tout, il ne va pas trouver forcément sa place dans un marché mondial. Et je sais, même regardons aujourd'hui le choix de Cannes, enfin les films qui sont choisis, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont passés, mais pourquoi ces films-là n'ont pas été choisis? Parce qu'on vit aussi dans un monde assez politique, assez économique, et on a envie de voir certains genres de cinéma où malheureusement c'est la réalité du monde aussi, c'est-à-dire qu'il y a une forme de mode. Aujourd'hui ça va être ça, demain ça va être autre chose. Mais c'est aussi notre responsabilité, comme le dit Émilie, c'est que tu l'as aussi mentionné, cinéma tunisien. Est-ce qu'il existe vraiment? Cinéma algérien, marocain. On fait plusieurs cinémas. Il y a des cinéastes. Voilà, c'est ça. C'est à l'intérieur, mais... C'est sûr, on le sait. Voilà. Ça y est. Les films de la jeune génération algérienne ne ressemblent pas aux films de vieux réalisateurs algériens. C'est pas le même pays, on dirait que c'est pas la même langue, c'est pas les mêmes... Mais c'est différent, on a envie de montrer autre chose. Toute génération de Hassan et tout, enfin tous les autres aussi, c'est qu'ils montrent autre chose. Et tant mieux, mais toujours conditionné parce qu'on a envie de voir en France. Et ça, c'est terrible pour nous. Hein. C'est vraiment, on le vit très très mal. Parce qu'il y a des films, des fois aussi, qui ont un caractère un peu anglo-saxon. Ils ne trouvent pas leur place. Parce que c'est aussi une autre manière de raconter les choses. Quand on voit un film américain, anglais, j'en sais rien, il y a une structure, il y a une dramaturgie qui est un peu différente par rapport au cinéma européen. Et même par exemple, là, si on parle de nord de l'Amérique, le territoire canadien, ils ont déjà un choix assez... Les films européens ou les films d'Afrique du Nord, on les voit très 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 peu. C'est-à-dire, ils sont distribués plus en Europe qu'ailleurs. En France, généralement, oui, c'est vrai. Enfin, les films algériens, tunisiens, ça sort seulement en France, ça sort pas rarement en Italie. C'est-à-dire, la grosse sortie, c'est en France aussi. C'est qu'on a toujours, chaque saison, on choisit un film, il dit voilà, ça parle de la révolution tunisienne. Ça parle de... Donc c'est complètement... Il y a 5 ou 6 films qui parlent de la révolution tunisienne, ils sont tous différents. Est-ce que ces gens-là, ils vont aller les chercher? Non, on cherche toujours les mêmes personnes. Comme au cinéma algérien, pendant 20 ou 30 ans, on ne connaît qu'un seul réalisateur, on le connaît tous. Voilà, c'est terrible aussi. En Tunisie, on dit il y a X. Ok, il n'y a pas que X, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bien sûr. Et sur la jeune génération, on dit ouais, il n'y a que ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres cinéastes qui sont 1000 fois plus intéressantes qu'il faut peut-être aller chercher. C'est ça, il faut que certaines personnes... aillent chercher aussi. Voilà, voir ce qu'il y a. Aussi. Avant, il y avait beaucoup de gens en France qui allaient découvrir le cinéma. Maintenant, il n'y a plus cette tradition-là. Quoi. Une tradition qui est morte récemment, qui le faisait très bien d'ailleurs. Voilà. Bon, en tout cas, si au jour d'aujourd'hui, si on a envie de voir Tala et Aya, comment fait-on? Bon, Aya, je te laisse commencer par Aya parce qu'il est plus à l'affiche. À Paris ou ailleurs, enfin ça dépend. Là il circule pas mal en fait. À Paris, la prochaine projection. Peut-être Maghreb des films. En fait, il est déjà. À la rentrée alors. Ouais, parce que il est déjà passé en fait dans plusieurs festivals à Paris, dans les Nuits méditerranéennes. Il y a un mois. Il a eu le prix Tétrafilm d'ailleurs. Mais après, c'est vrai que c'est en Algérie, j'espère bientôt. Bientôt, peut-être en Algérie, on rencontre de Béjaïa. Voilà, les amis, salut. Oui, j'aimerais bien qu'il soit vu en Algérie, moi. Tala, pourquoi pas? Oui, bon, Tala, j'espère aussi. Mais Tala aussi, il est plus vieux quand même que Aya, je l'ai fait quand même. Moi, je prépare déjà le prochain. J'ai bien avancé sur le prochain film. Mais bon, oui, pourquoi pas en Algérie. Dommage qu'il soit... Moi, c'est drôle parce que dans le film, Mohamed, il dit à Houreya, on part parce que Tala, c'est à côté de l'Algérie. Et on dit, on va en Algérie. Il y a drôle, il y a un ami algérien, il m'a dit, pourquoi il veut aller en Algérie? Pourquoi en Algérie? J'ai dit, écoute, c'est très géographique, parce que l'Algérie, c'est juste à 10 km de la frontière, c'est tout. Il m'a dit, ouais, mais il m'a posé la question. C'est dans quel film où Al Pacino et ils font ce braquage de banque, là, tu sais, Non, c'est le film de Sidney Lumet dans les années 70. Ah oui, le Dog Day Afternoon. Un après-midi de chien. Après-midi de chien. Ouais. Merci Lamine. Bon, on va se quitter. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous avoir, de discuter avec vous.
Et j'espère qu'on se reverra très bientôt, ailleurs ou dans une salle de cinéma. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Super. Au revoir. Je ne sais jamais comment commencer une émission. Voilà, c'est toujours... Déjà, je vais te dire bonjour. Il n'y a que le cinéma qui peut rendre aussi fort ce genre de geste. J'ai cette impression-là. Je pense par contre au dernier plan qui est magnifique, un des plus beaux plans que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphile. Il est très très beau ce plan. Enfin, ces deux films se rejoignent par rapport je dirais pas la thématique, mais plutôt l'univers que tu filmes, qui est l'univers de l'enfant. Se tutoie? Oui, on se tutoie. On se tutoie ou on se voit? On se tutoie. Oui, bah parfois c'est pas évident.